Nous passons maintenant à la conférence inaugurale de ce congrès. J'invite Gilles Boeuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université, et Fabrice Fenouillère, directeur du Parc Galéa, à se rendre sur scène. Nous devions avoir également un échange avec Paloma Moritz, qui s'excuse de ne pas se joindre à nous aujourd'hui. Allez, un format un peu différent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici, d'avoir choisi de rejoindre. Je sais que c'était une option parfois que de rejoindre notre île et on est très très fiers de vous accueillir. Ça a été dit précédemment par les représentants de la région, de la ville, également de la Maison des Sciences évidemment. Très très fiers de vous avoir avec nous. Je serais très heureux personnellement, très égoïstement aussi, si vous venez par exemple samedi ou dimanche, là aussi c'est une option, sur un parc culturel, à la fois des jardins et des musées, que j'ai la chance de diriger, qui est à une trentaine de kilomètres au sud de Bastia. Et si je suis là cet après-midi, c'est bien sûr pas dans ce cadre-là, mais davantage avoir la chance d'interroger notre ami Gilles Boeuf. On l'a dit, ça a été évoqué dans toutes les allocutions, et c'est un des cœurs de ce colloque au niveau de ce qui va être réfléchi. Ces problèmes, ces grands défis environnementaux, sociaux, le dérèglement climatique, évidemment, on l'a cité, la pollution, la destruction, la surexploitation, je pense que Gilles Boeuf va insister là-dessus, et la migration aussi, on ne le sait pas toujours, il faut le rappeler, du vivant, la diminution des ressources naturelles, on connaît tous ça, la dégradation aussi de l'état de santé des océans. Et des sols, les sols qui sont de plus en plus moribonds. Et puis derrière aussi la problématique, au-delà de ces défis environnementaux, là j'en ai cité quelques-uns, la problématique sociale, avec la démographie galopante, surtout en milieu urbain, pas forcément qu'au niveau évidemment national, au niveau mondial, la désertification des territoires, plus globalement les problèmes liés au vivre ensemble, à l'accès à la santé, à la nourriture correcte et suffisante pour tout le monde, là on est dans le social. Et donc ça, ce sont des grands thèmes qu'au niveau de ce congrès, voilà, on a choisi de réfléchir à vos côtés. Et puis forcément des défis environnementaux sociaux pour lesquels les CSTI ont évidemment un rôle d'intérêt général d'abord et de terrain à jouer. C'est ce qu'on va voir précisément et c'est toute l'idée de cette invitation qui a été lancée au professeur Gilles Boeuf, voir comment eh bien, on peut déjà rappeler les urgences, les importances de ces grands enjeux environnementaux et sociaux. Ce sera une partie de notre discussion, d'aller un petit peu dans le détail de ces choses-là, avec ton expérience, avec ta vision des choses aussi, avec ta manière de le dire. Je pense qu'il y a des choses précieuses qui sortiront. Et puis à tes côtés également, regarder la question des territoires, des transitions, toujours en lien avec ces grands enjeux contemporains qu'on vit, qui parfois nous dépassent. Eh bien là aussi, on serait très heureux, cher Gilles, d'avoir ton expertise. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation je dirais, à ouvrir ce congrès sous forme, vous le voyez finalement, d'une discussion, d'un entretien en public, peut-être davantage qu'une conférence, c'est le choix de format qui a été fait. En quelques secondes, si vous me le permettez, la parole t'est passée évidemment dans la foulée, j'aimerais resituer un petit peu les grands pans de carrière de Gilles Boeuf pour mesurer aussi l'importance de l'action qui a pu être la sienne et qui est toujours la sienne tout au long des rencontres et du chemin qu'il a fait main dans la main avec la science, et puis aussi la chance de t'avoir à nos côtés comme grand témoin sur ces questions-là et nous ouvrir comme ça eh bien, des chemins de pensée, un petit peu de matière à penser aussi que tu vas nous donner pour ce congrès. Gilles Boeuf, biologiste de formation, océanographe, spécialiste de physiologie environnementale et du monde vivant. On est évidemment très nombreux à le connaître. Pardonnez-moi le tutoiement, mais c'est parfois impoli comme ça en comité, mais on a vécu de belles choses ensemble, on se permet le tutoiement ici, beaucoup intervenu à Bastia au sein de ma structure également. Professeur émérite à la Sorbonne, professeur consultant à AgroParisTech, 20 ans de recherche au niveau de l'Ifremer, qui a été, on va dire, entre guillemets, son premier employeur, mais pas le seul, CNRS ensuite. Ses premières conférences sur la biodiversité, alors que le mot anthropocène venait tout juste de naître dans les médias, c'est déjà en 2001, et tu étais là derrière les micros pour nous alerter déjà et nous parler de cela. Auteur de plus de 400 publications scientifiques,
d'outils également mis à la disposition de la vulgarisation, de livres, de préfaces, beaucoup de communications diverses. Professeur invité au Collège de France en 2013, évidemment, il a marqué de son empreinte le Muséum d'histoire naturelle qu'il a présidé pendant 7 ans. Pour ceux qui avaient affaire à ce musée, à l'époque peut-être déjà le muséum entre 2009 et 2015, c'est la mandature de l'ami Gilles Boeuf. Et puis aujourd'hui, toujours comme cela, sur ces questions de conférences, il en fait plus d'une centaine en France, auprès de tous les publics, des institutions les plus brillantes. Il y a quelques jours au ministère à Bercy, près des ministres et de leurs collaborateurs, mais aussi dans des écoles où il n'y a que quelques élèves pour venir l'écouter toute une après-midi. Et lui, il fait le chemin pour aller à chaque fois comme ça porter ces paroles importante autour du vivant, de la biodiversité, du fait de ne pas perdre espoir, ça a été dit aussi ici, de ne jamais se scléroser. Ça, c'est important pour toi, tu vas nous en parler. Et puis, évidemment, intervenant aussi à Sciences Po, à l'École des Mines, Centra Supélec, à HEC, ce qui n'est pas rien, un écologue à HEC, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément commun autrefois, parce qu'il a accepté de venir, évidemment bien amicalement, bien spontanément, sur un emploi du temps très chargé. Je vous proposerai d'accueillir comme il se doit, par quelques applaudissements, Monsieur Gilles Boeuf. La science n'est pas une opinion. Voilà ce que tu aimes à marteler en introduction, cher Gilles. Que je hurle tout le temps. Eh oui. Et d'ailleurs, sous cette forme-là, je l'ai appris à l'AMSTI, au colloque de Bordeaux, il y a quelques années, où on avait beaucoup cogité là-dessus. Et puis quelqu'un a dit ça, j'ai trouvé ça génial. Et je réutilise en permanence. Et j'étais à la Maison de France Culture il y a 3 jours, et j'ai hurlé en disant « Foutez la paix aux vivants ». Voilà. C'est vraiment ce genre de choses qu'il faut aujourd'hui crier un petit peu partout. Et j'ai bien aimé tout à l'heure dans ce qui a été dit, cette question d'aborder ça chez les tout-petits. Je travaille beaucoup en ce moment avec un mouvement de jeunes basques qui s'appelle Water Family, du flocon à la vague. On suit avec des sportifs de très haut niveau. Il y a Lissarassou, notre footballeur chez les Basques. Il y a également les Crépels, les skieurs. C'est le devenir d'une goutte d'eau qui tombe sous forme de neige sur le pico des Aneto, des Pyrénées, et qui finit à Bayonne en descendant les fleuves des Pyrénées, de plus en plus contaminés pour arriver à la mer. Enseigner l'écologie scientifique, pas l'écologisme. J'ai fait une grosse différence entre les deux. L'écologie est une science, c'est la science des relations entre les êtres vivants. C'est la plus belle de toutes, parce qu'elle va faire appel finalement à toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques appliquées, la physique, la chimie, la biologie, l'écologie que je citais à l'instant, mais aussi bien sûr les sciences humaines et sociales qu'on oublie, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, et puis un poil de philosophie avec mon ami Edgar Morin, c'est vrai, on aborde souvent ces questions-là. Et c'est compliqué, parce que j'écoutais tout à l'heure les différents représentants des différents ministères. Et en fait, on a du mal à faire ça, parce qu'on travaille énormément en silo en France. Autant au niveau de l'éducation nationale que de la recherche scientifique aussi. Et c'est pas simple, ça vient tout doucement. Les grandes questions que nous abordons aujourd'hui, elles sont vraiment très transversales. Elles demandent beaucoup d'humilité, plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis souvent, en fait, la science n'est pas une opinion, c'est fondamental. On va y revenir. Quelle différence, disait Étienne Klein, vous vous souvenez, en plein démarrage de la Covid, le 20 mars 2020, ne confondez pas la science établie et la science en marche. Qu'un médecin teste des molécules, c'est son boulot, il est médecin. Dans un cas de crise, il faut essayer. Mais quand ça ne marche pas, il faut le reconnaître. Donc vous voyez que tout ça, il faut le garder à l'esprit en permanence. Et c'est important qu'on essaye de le transmettre chez ces tout-petits et leur dire qu'une bactérie, c'est génial finalement, un virus aussi, ce n'est pas l'ennemi de l'humanité dès le départ. Et on faisait un papier en avril 2020, donc la Covid était arrivée en France aux environs de décembre 2020, pathologie partie en Chine en été 2019, les Chinois ont beaucoup menti au début, et en fait finalement on écrivait ce papier, notre ennemi c'est pas le virus, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui d'une part avons permis le saut d'espèces, le passage de la Covid-19 d'une chauve-souris chinoise à l'humain, via un intermédiaire ou pas, on pourra en discuter si vous voulez, et secondement, sa dissémination à une vélocité incroyable. Rappelez-vous ce vol du 20 janvier 2020, le dernier jour où tous les avions du monde ont volé. 100 000 numéros de vol déposés ce jour-là. 100 000. Alors, quand je suis à la DGAC en ce moment, évidemment, on s'accroche, parce que le problème, c'est pas que nos avions font de moins en moins de bruit, ils sont de moins en moins lourds, biorespirer des squelettes d'oiseaux, j'adore ça. Nos avions font de moins en moins de particules fines, de moins en moins de CO2, utilisent de moins en moins de kérosène. C'est super. Mais on double le trafic pour 2030. Voilà. C'est ça aujourd'hui, effectivement, notre débat. Et c'est là qu'on a besoin de communiquer avec nos concitoyens et que vous jouez un rôle ici, vous tous ici, fondamental dans ces considérations-là.
Comment aujourd'hui on explique, alors la science évidemment, j'étais à l'Académie des sciences il y a maintenant 3 ans avec Cédric Villani, on fêtait les 200 ans de l'Académie de médecine. Il y a eu des débats extrêmement... Alors d'abord, c'est quand même une assemblée de vieux bonhommes, hein. Très peu de femmes, ils ont tous au moins 80 ans. Mais on a hurlé une chose, mais ce n'est pas des Tupamaros, ce n'est pas des terroristes, hein. Ils ont quand même hurlé, et là je vais revenir à l'éducation nationale, la biologie est une option en terminale. Pour ça, là j'ai réagi un petit peu à ce qui a été dit. Moi je veux bien qu'on mette la science en avant. Dans ce cas-là, on le fait à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a une situation en France où l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre sont quand même pas mal massacrés et abîmés. Donc comment est-ce qu'on ramène justement... Il faut qu'on le dise, hein, je suis avec la PBG, on a créé BioG avec Marc-André Sellos il y a quelques temps. BioG, c'est l'association de tous les gens de bonne volonté qui veulent remettre de la science au lycée, mais pas que des mathématiques, hein, aussi des sciences de la vie et de la Terre. Et on a toutes les grandes académies avec nous, on a beaucoup de mouvements associatifs, on a des grandes entreprises aussi. Hein. Comment on le fait réellement ? Avec Cédric Villani, on se connaît beaucoup, puisqu'en fait, il reçoit sa médaille Fields à l'époque, vous vous rappelez, moi j'étais président du muséum, hein. On fait la première rencontre, je me rappelle, dans la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. C'est effectivement le redire en permanence. Comment est-ce qu'on l'enseigne, dans quelles conditions? Et ça a été dit tout à l'heure aussi par les gens qui sont intervenus. Donner des connaissances, c'est très bien, c'est indispensable, c'est le rôle des enseignants. Mais aussi important, l'esprit critique. Ça a été dit, hein, c'est pour ça que je le reconnais. Et c'est ce qu'on disait à l'Académie de médecine. L'esprit critique est absolument essentiel. Et c'est là, effectivement, que l'AMSTI a un rôle, pour moi, déterminant dans ces considérations-là. Faire reconnaître aussi l'intérêt des sciences. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, 92% des Français trouvent que c'est bien. 27% des jeunes, par contre, vous disiez tout à l'heure, Arnaud nous dit sur TikTok que peut-être que c'est plus délétère que utile. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et là, je m'interroge, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, en fait, hein, qu'est-ce que j'ai foutu depuis 20 ans en clamant partout mes histoires, en racontant ces faits particuliers, pour qu'on soit encore dans ces considérations-là. Ératosthène, 2 siècles avant Jésus-Christ, grâce à de la pure géométrie, hein, on n'est aujourd'hui pas un jour inhabituel, hein, nous sommes le jour du solstice d'été. Nous allons vivre aujourd'hui la journée la plus longue de l'année. C'est pas banal, hein, et je vous félicite d'avoir fait ce colloque ce jour-là. C'est pas un jour anonyme dans l'histoire de l'astronomie, hein. La nuit la plus courte. Et donc ce jour-là, il a son collègue qui est à Alexandrie, lui est au Caire, et il mesure à midi la taille de l'ombre de l'obélisque, dont ils connaissent la hauteur, ils connaissent la distance entre Alexandrie et le Caire, ils calculent tout simplement la circonférence de la Terre et sa masse. À quoi ça sert? À rien, mais c'est génial. Et c'est là que la science, on doit la répéter en permanence, hein. Elle fait rêver, elle est absolument fondamentale. Elle n'est pas une opinion, bien sûr, hein. Je termine sur la météorite d'Orgueil que tu connais bien, Agnès, chez nous dans les collections du muséum. Ce caillou, il tombe sur Toulouse en mai 1864. C'est moche comme tout. C'est un vieux caillou noir de 11 kilos. J'en ai trouvé un morceau au musée de Montauban il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein. Cette nuit-là, Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles, en fait. Il y a une grosse météorite qui a explosé. Et un brave paysan ramasse ce caillou. À quoi ça sert de ramasser une météorite? À rien, mais c'est génial. Aucun animal n'aurait ramassé un morceau de la météorite d'Orgueil. Et c'est là que l'humain prend toute son essence par rapport à tout le système, finalement. Il la ramasse, il l'oublie un siècle dans une caisse à oignons. On la retrouve, on l'amène à Paris devant les plus puissants outils de géochimie que l'on ait, des nanosondes. Et là, grâce aux isotopes du chrome, on date ce caillou. 4,6 milliards d'années, il a l'âge de la Terre et du Soleil. Votre cœur s'emballe quand vous caressez un truc aussi moche, c'est génial. C'est là que je veux vous amener. Il faut absolument, et ça a été dit plus ou moins bien, mais il faut qu'on donne de l'émerveillement. Arnaud l'a abordé tout à l'heure, hein, Agnès aussi. C'est très important aujourd'hui, hein, qu'on arrête de dire la science, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est chiant. Non, c'est pas chiant. Hein, c'est la façon dont on va effectivement communiquer là-dessus. C'est très important. Alors, on a tous un rôle à jouer, à tous les niveaux, hein. Et souvent, on me dit, je ne suis pas scientifique. Mais ça, c'est pas grave. Tu n'es pas scientifique, mais tu fais quand même partie de la biodiversité. Et tu subis les affres du changement climatique. Donc, tout le monde est concerné. Et c'est là que vous avez un rôle absolument essentiel ici, hein. C'est diffuser ces connaissances, cet esprit critique, dépasser ce qui nous est asséné tous les jours comme, excusez le terme, conneries, auxquels d'ailleurs des médecins se sont prêtés durant la Covid. Je ne citerai pas de nom, mais enfin bon, il ne faut quand même pas exagérer. Comment voulez-vous qu'on ait confiance, et je termine là-dessus, dans les systèmes quand un président vous dit le 20 mars 2020, le masque ne sert à rien, parce qu'on n'en a pas,
Et quelques jours après, bon, le Covid, vous savez, ça ne fera pas beaucoup plus de morts que les accidents de trottinette. On va terminer à 15 millions de morts. Il n'est pas très méchant. 15 millions de morts sur, aujourd'hui, 8 milliards d'humains depuis octobre de l'an dernier. Le virus de 1918, hein, lui, il a tué entre 50 et 100 millions d'humains. À un moment, on était 1 milliard sur la Terre. Donc voilà, la question, elle est là, de revenir sur ce que nous sommes, et à la fin, de réfléchir, d'utiliser, de travailler sur comment un petit virus de 15 gènes d'ADN. On en a 29 000, vous avez excusé le terme, emmerdé quand même pendant pas mal de temps. Hein. Comment on fait? Et comment on réfléchit à ce qu'on est, et qu'on travaille sérieusement dans des questions qui sont aujourd'hui au centre des débats, hein, sur la santé publique, qui est complètement liée à cette évolution de l'environnement que tu évoquais sur les sols tout à l'heure, on va y revenir. Et pour ça, on ne peut pas le faire sans science. Ce n'est pas des opinions qui vont nous permettre d'avancer là-dessus, ce sont effectivement des faits qui sont discutés, qui sont échangés, avec beaucoup d'humilité. Et c'est là que, bien sûr, tous les gens qui sont là aujourd'hui ont un rôle absolument fondamental dans la passation de ces connaissances et cet esprit critique vers la population, y compris dans les zones les plus défavorisées. Tout à l'heure, on dit qu'on est ici, à Bastia, pas le quartier finalement le plus simple à gérer, mais on les connaît aussi à Roissy en France, à Livry-Gargan, dans toutes les villes de France. Alors, j'imagine que dans vos métiers respectifs, là, au sein de la diffusion de la culture scientifique au sens large, vous êtes amené sans doute à animer des débats, à faire un peu le médiateur. Vous avez vu comme c'est compliqué d'animer un débat. Une question et 20 minutes, c'est d'une simplicité totale pour moi, donc c'est génial ça aussi, hein. Tu parles souvent de choses géniales. La chose la plus importante que tu as prononcée, c'est qu'on est aujourd'hui dans la nuit la plus courte, donc si vous devez vous justifier d'avoir des petits yeux demain matin ou au téléphone, dire chez vous que vous avez fait une nuit agitée, vous direz juste que c'est à cause de ce solstice, hein. C'est pas du tout parce que vous avez fait la fête ce soir. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vos hormones ce soir oui. réagissent à cela, hein. Il y a des espèces vivantes totalement dépendantes. N'allons pas trop loin. Vous n'êtes pas amoureux de la même façon. Oui, mais c'est pas. Ne choisissons pas tout de suite des excuses faciles, hormonales. Là, il y a des gens qui ont laissé les leurs à la maison. Il ne faut pas donner quand même trop de facilité. Le jour de la fête de la musique, tout ça peut s'emballer facilement, qui plus est. Il y a quelque chose d'intéressant aussi en t'ayant à côté de nous comme ça, comme grand témoin, c'est de rentrer un petit peu plus dans le dur de ces transitions environnementales au niveau des territoires ou globales, car tu réfléchis bien sûr aux deux échelles. Important, on peut en citer trois là qui te tiennent à cœur forcément lorsque tu en parles. La crise climatique, on parlera de l'exploitation des ressources également, puis de la prise en compte du vivant. On pourrait le faire dans un autre ordre, mais on pourrait choisir celui-ci aussi. Crise climatique, tu dis quelque chose d'intéressant, d'interpellant, qui peut aussi être en rebond comme ça, proposé aux enfants ou au public qui rejoignent les différentes structures. Tu dis que le climat, évidemment, a une influence sur le vivant, mais inversement aussi le vivant et sa maltraitance, son effondrement, il peut y avoir un lien direct avec un changement de climat. Complètement, en fait, le vivant qui s'en va interfère avec le climat. Par exemple, aujourd'hui, prenons les arbres. Hein. On a beaucoup parlé des arbres, on dit on compense un petit peu partout, les compagnies aériennes compensent en plantant des arbres un petit peu partout. Je suis également membre, je suis même président du comité d'entomologie forestière de l'ONF, hein, et à l'ONF, on regarde ce qui se passe. Remettre des arbres, le président a annoncé 1 milliard d'arbres. Lesquels, comment, dans quelles conditions, où, c'est fondamental. Je suis président également d'une réserve naturelle dans les Pyrénées qui s'appelle la forêt de la Massane. Vous irez voir ce soir. C'est l'endroit en Europe qui contient le maximum d'espèces, le plus d'espèces sur une telle surface. Hein. On vient de dépasser 10 000 espèces vivantes. C'est au-dessus d'Argelès-sur-Mer, hein, dans les Pyrénées-Orientales. 10 000 espèces dépassées sur 340 hectares. C'est exceptionnel. Pour deux raisons. D'abord, le site est absolument ultra riche, c'est sûr, on ne l'a pas choisi par hasard, mais surtout, c'est là qu'on a fait le plus d'études scientifiques et de travaux, donc c'est vrai qu'on a des connaissances exceptionnelles. Mais cette forêt, elle va partir. On n'a pas coupé un arbre depuis 1860, pas un seul coupé. Il fut une époque où on me disait, ta forêt, elle est sale, il y a plein de troncs morts partout, elle est géniale. J'ai un tiers d'espèces de plus que la forêt d'à côté dans laquelle on va enlever le bois mort avec les saproxyliques. Eh bien, mes êtres, je vais les perdre parce qu'en fait, on parle du global ici. Hein. On ne les coupe pas. J'ai mon problème du climat et j'ai mon problème des 15 000 camions poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus, qui remontent de l'Espagne sur la France du Sud ou de la France du Sud vers la péninsule ibérique. Ça, c'est très compliqué. Comment on gère ça? Alors, on va revenir aux migrations que tu évoquais. Tout migre. Les virus migrent, les bactéries migrent, les protistes migrent. Les animaux migrent, les plantes migrent, les champignons migrent et les humains migrent aussi. Hein. On est en plein là-dedans aujourd'hui et ça revient à la question de la conservation des espaces naturels. Des réserves qu'on a faites pour une espèce particulière il y a 50 ans,
demain, vont peut-être la perdre, mais elles seront remplacées par d'autres qui vont venir d'ailleurs, en fait. Donc ces questions-là, comment est-ce qu'on les aborde? On ne peut pas les aborder sans science. Et pour ça, il faut le faire aussi avec les gens du terrain. On parlera un petit peu de ce que moi j'adore depuis que je suis au muséum, qu'on appelle les sciences participatives. Hein. On en dira quelques mots tout à l'heure. Le citoyen qui participe à l'acquisition de la connaissance, à sa transmission, au travail qu'on va en tirer, bien sûr. Et donc, il faut des banques de données extrêmement puissantes. Hein. Vous avez vu le papier sorti il y a 15 jours, qui a été repris dans tous les journaux du monde, sur l'effondrement des oiseaux dans les territoires agricoles européens. C'est mon ami Vincent de Victor à Montpellier qui est le dernier auteur. On a perdu 63% des oiseaux dans les territoires agricoles. Et on va revenir tout à l'heure à la qualité des sols. Je m'intéresse beaucoup aussi aux sols. On a tué la moitié des sols en France. Ici autour de Bastia, la moitié des sols sont morts. Allez chercher quelque chose là-dedans, il n'y a plus rien du tout. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit enfin à nos modes de développement et comment, avec des bases scientifiques, on prend les mesures ensemble pour réagir? Et pour ça, il nous faut bien sûr les citoyens, donc la diffusion, le transfert de la connaissance et de l'esprit critique vers le monde autour de nous est absolument essentiel, bien sûr. Avec quelque chose qui est intéressant aussi que tu peux diffuser lorsque les médias t'interrogent sur comment ne pas flancher, comment garder le moral. Et là où tu es très intéressant, me semble-t-il, c'est que tu permets de garder espoir dans ton commentaire. Tu es un farouche opposant, n'en déplaise peut-être à certains dans l'assistance qui soutiennent ces thèses-là, un farouche opposant à la collapsologie, au collapsologue, tu le dis, tu l'affirmes. Cette idée aussi qu'il est important peut-être lorsqu'on veut s'engager d'aller vers des métiers, par exemple, qu'ils font sens. Lorsque tu rencontres des jeunes, tu leur dis voilà un des engagements possibles, c'est aussi d'aller vers un métier qui vous donnera envie de défendre demain, non pas cette planète, parce que tu le dis aussi, la planète, elle s'en sortira sans nous. Elle s'en fout, la planète. Elle s'en fout, la planète. Ce qui est intéressant, c'est nous dessus. Ça, c'est fondamental. Et je n'ai pas terminé entièrement sur la question précédente. Pourquoi est-ce que le climat est influé par le vivant qui part? Si on coupe des arbres, il ne pleut plus. Et s'il ne pleut plus, on voit le résultat qui va se produire. En mer, on sait maintenant que surpêcher les petits poissons pélagiques, les sardines, les anchois, les maquereaux, les harengs, fait qu'effectivement, on effondre les populations d'oiseaux qui les mangeaient, ou de baleines, de poissons, que ces poissons pélagiques, évidemment, comme ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils consommaient? Du zooplancton, toutes les larves, les œufs de petits animaux marins. Lui, il explose. Et qu'est-ce qu'il mange, lui? Du phytoplancton. Et le phytoplancton, Céline le connaît bien, il a un rôle fondamental dans la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. Vous voyez que tout est lié. C'est là d'ailleurs la beauté de la science écologique, de regarder tout ce qui se passe. Dès qu'on touche à quelque chose, on a quelque chose qui va bouger ailleurs. J'aime pas trop le terme d'équilibre en écologie. Ou alors il est tellement fugace l'équilibre qu'on n'a pas le temps de le voir. J'ai mieux parlé d'harmonie, effectivement, ça marche depuis longtemps. Je n'ai pas d'image là, mais je vous montrerai par exemple volontiers, si vous me connaissez dans mes conférences, votre lit chaque matin. Votre lit chaque matin. Ça va être très dur à écouter si le détail. Entre 1 et 2 millions d'acariens. Voilà. Alors, on ne sauve que ce qui a des beaux yeux bleus et des grands cils. Là, on sauve tout de suite avec les concitoyens. Mais si c'est moche, petit, avec des épines et des poils, on jette à la poubelle. On parle des acariens. Oui, bien sûr. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être un psoc ou tout ce que tu veux. Je pensais la personne dans le lit. Je pensais qu'elle... Absolument. On parlait bien de l'acarien. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament pendant la nuit dans un lit bien humide à 37 degrés chaque matin. Voilà. Donc il faut qu'on revienne à ce qu'on est, nous-mêmes un fragment de ce vivant-là, c'est fondamental. Voilà pourquoi, alors le climat, j'ai mieux le terme de changement que dérèglement, parce que quand on parle de dérèglement, on fait croire aux gens que le climat était réglé. Le climat n'a jamais été réglé. Le climat aujourd'hui, il change. En fait, ce n'est pas le changement climatique qui nous inquiète, nous, c'est son accélération aujourd'hui, ce changement. Regardez ce qui s'est passé l'été 2022, vous vous rappelez, le 26 juillet, 39 degrés à Brest, 42 degrés à Bordeaux. Jamais vu ça. Et là, les 2 mois sans pluie en Dordogne ou dans les Pyrénées-Orientales en février-mars 2023, c'est encore plus inquiétant. Et ça, on l'avait écrit en 2003, mais pour 2045. Ça s'est passé en 2022. Donc vous voyez qu'il y a vraiment là quelque chose qu'il faut qu'on regarde de beaucoup plus près. Et là, vous avez un rôle essentiel dans la transmission de l'observation de ce qui se passe. Et là, il nous faut les sciences participatives, bien sûr. L'intérêt des concitoyens que vous connaissez bien, ils sont partout et tout le temps. Nous, on ne peut pas, les scientifiques, être partout et tout le temps. Par contre, avec eux, sur un protocole scientifique, on archive de la donnée et on la restitue. Et c'est fondamental parce que séduire, c'est facile. Ça, je sais faire, je vais séduire. Mais après, il faut absolument garder les gens avec vous. Et pour que les gens restent longtemps avec vous, il faut que vous restituiez
les connaissances que vous avez tirées de leur information de la meilleure façon possible, qui soient associées aussi, eux, bien sûr, hein, à l'exploitation scientifique des résultats. Ça marche bien, ça. Oui, puis avec ce côté concret sur le terrain et les acteurs qui sont face à toi, Gilles. Donc, pas de collapsologie, Oui, pas de cette catastrophisme. idée de garder l'espoir. Moi, complètement. J'étais avec Jean-Louis Etienne, que vous avez invité à Galais il n'y a pas très longtemps, avec le président, à l'appel pour l'océan à Cherbourg, il y a quelques mois. Et à la fin, il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit, vous savez, professeur, ce que vous dites, c'est vraiment terrible et tout. Mais je pars avec le sourire. Voilà. Hein, il faut que ce qu'on arrive à faire, nous, ici, hein, au niveau de l'AMSTI, c'est de la communication réelle, sans de coup, bien sûr, tricher sur la réalité, sans la mettre non plus que sur des formes noires. On informe, on donne la connaissance et effectivement également des modes de réactivité par rapport à ça. En regardant le sourire, on fait quelque chose. La pire des actions, ça serait l'inaction. Autre défi important dans ce travail autour des transitions environnementales, on vient de parler de crise climatique, l'exploitation des ressources, tu souhaitais également y aller, ne pas oublier que le minéral, le vivant, c'est fini, au sens de stock. Oui, bien sûr. Alors c'est quoi le vivant? Souvent on me pose la question. D'abord des bactéries. On a récemment fait un sondage, 3 km d'eau à Forêt au sud du Groenland, ça c'est facile à faire, Forêt de la Flotte. Hein. Mais après on attaquait les basaltes dessous. 2 km sous les basaltes, il y a encore des bactéries. Le seul endroit où il n'y a pas de vie sur la Terre, c'est une lave de volcan au-delà de 1000 degrés. Mais dès que la lave se refroidit, on a des belles images, on parle de la Réunion tout à l'heure, hein, la lave se refroidit, dans les heures, dans les jours qui viennent, le vivant se réinstalle. Des bactéries, des protistes, hein, des champignons, des plantes et des animaux. Alors c'est vrai qu'on nous dit, bon, les bactéries, une bactérie c'est quoi? C'est une membrane avec de la flotte dedans et dehors. C'est que ça. Et un morceau d'ADN dedans. Hein. Et ça, c'est fondamental. La vie est partie comme ça dans l'océan ancestral, il y a un peu moins de 4000 millions d'années, des bactéries. Et puis les protistes, hein, ces grosses cellules de la noyau qu'on oublie toujours, les dinoflagellés de l'océan, ils nous font plus de la moitié, avec les coccolithophoridés, les diatomées, de l'oxygène de la Terre. Plus de la moitié, plus que les arbres. Ça, on l'oublie. Il y a un beau papier sur les posidonies de Corse que je lisais ce matin. Là. Les posidonies en Corse sont plus puissantes que les arbres pour stocker du gaz carbonique. Donc ça, il faut de la science pour regarder tout ça. Et puis les levures. Sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de français, il n'y a pas de corse. C'est le dernier point le plus embêtant. Voilà. Le reste est accessoire. Alors, quand même pas me dire votre biodiversité, c'est une histoire d'équilibration, d'écolo farfelu. Moi, je m'en fous, je gagne ma vie. Oui, mais à quel prix, hein? Je pense qu'il faut revenir à la destruction chez l'humain de l'imprévoyance. C'était un des pires de nos défauts, l'imprévoyance. Très compliqué. L'arrogance, surtout masculine. Hein. C'est vrai. Le problème des femmes, c'est qu'elles sont amoureuses de mecs arrogants. Ça n'arrange pas les choses. Hein. Et puis enfin, la cupidité. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je reviens à mes avions de tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on a besoin de 100 000 numéros de vol déposés? C'est ça la vraie question. Les voitures, c'est pareil. Alors, si notre ennemi, c'est ni la voiture, ni l'avion, ni le cochon, ni les plantes d'intérêt économique, c'est dans la démesure. On vit en ce moment en Corse, ici, hein, je suis venu il y a quelque temps en parler avec les élus corses, et j'étais avec la maire de Biarritz il y a quelque temps, le surtourisme. Vous avez vu, Étretat, ce qu'on en a fait? On est en train en ce moment de mettre une limitation d'accès au parc des Calanques. On devra faire la même chose également en Pays Basque et puis aussi en Corse. Et ça, il faut le faire sur des bases scientifiques. Et si je reviens au Covid, par exemple, aucune science ne vous dira qu'il faut faire un couvre-feu à 18h, à 19h ou à 20h. Hein. Ça, c'est la navigation au pif, ça. Hein. Donc, comment la science intervient dans tout ça? Comment le monde politique tire parti ensuite de tout ça? Ce sont vraiment des questions qui sont très, très importantes. Hein. On va revenir au monde politique sur la question notamment des territoires, des enjeux et des moyens, dans une seconde partie, je dirais, d'entretien. Juste parce que tu voulais y aller également, et c'est un peu la question que je te posais il y a quelques secondes, sur l'exploitation des ressources et le côté des écosystèmes finis. Là aussi, il est important d'en parler, peut-être d'alerter au niveau des territoires et des terrains. Tout à l'heure, je vais reprendre aussi Arnaud. Il y a un seul océan. Arrêtons de parler des océans, Céline le sait bien. Il y a un océan global. Si je plonge à 400 mètres de fond, où que ce soit dans l'océan quelque part, j'ai 11 millimoles de potassium. C'est partout comme ça. J'ai 450 millimoles de sodium et 560 millimoles de chlorure. C'est autant contrôlé que du sang humain. Vous allez regarder votre prochaine prise de sang avec tendresse. Vous allez voir là. Il y a des médecins dans la salle. Vous allez lire 3 millimoles de potassium, 142 millimoles de sodium, et 105 millimoles de chlorure. C'est quoi ce truc? C'est un morceau d'océan, divisé par 3 en salinité. Hein.
dire que tous ici, hein, garçons, filles, grands, petits, on a tous, au sein de chacun d'entre nous, un petit fragment d'océan ancestral divisé par 3 au niveau de la salinité. Admettons enfin notre appartenance totale à ce monde qui nous entoure. Un bébé humain que vous prenez, que vous aimez tout de suite, au moment de l'accouchement, 3/4 de flotte. Un embryon humain à 3 jours qui va migrer dans l'utérus féminin pour s'implanter dans la muqueuse utérine. 9 mois après, ça fera un bébé qui va naître. 97% d'eau liquide. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on rappelle en permanence, tu vois. Si on nous ramène à ce que nous sommes, une complexité d'organismes vivants qui vivent effectivement au sein d'un organisme humain, hein, un corps humain, c'est plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Et on le sait maintenant que dès le moment où on a une disharmonie de relations entre nos cellules humaines et ces cellules symbiotes, c'est l'obésité, c'est Alzheimer, c'est l'autisme, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle. 1/3 des Français, passé 50 ans, sont sous l'hypertension artérielle. Ah, intéressant à regarder. Donc admettons ce que nous sommes. Si on l'admet, vous verrez qu'on sera beaucoup plus respectueux de ce vivant qui nous entoure. Et pour là-dessus revenir à ce qui est mon combat depuis pas mal de temps, c'est qu'on parle du climat. Et évidemment, heureusement qu'on parle du climat. Mais lors du colloque de l'IUCN à Marseille, donc en septembre 2021, on se rend compte que sur 20 ans, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Alors, on ne parle pas moins du climat, mais on parle beaucoup plus du vivant, tu vois. Ça nous permet de ramener ce que nous sommes à la réalité des choses, et que si ce vivant, on n'en prend pas plus soin que ce qu'on fait, eh bien, on arrive dans la situation actuelle. D'où mon coup de gueule sur France Inter il y a 3 jours. Hein, foutez la paix aux vivants, voilà. J'ai une pensée émue pour ceux qui règlent le micro depuis tout à l'heure de Gilles Boeuf sur les crêtes et sur les emballements de voix, sur les coups de gueule, évidemment. C'est constitutif, ça. Mais vertueux, j'ai une pensée amicale pour la technique. Et pour ceux qui ont les oreilles qui ont parfois aussi des petits... Et pense aux interprètes quand il faut traduire. Imagine les interprètes. Imprévoyant, arrogant, stupide, l'humain sont tes mots. Les hommes, hein, surtout... oui, mais bien sûr, aux ressources si tu le souhaites. Important parce qu'on en a parlé un petit peu en préparant cet entretien avec toi tout à l'heure, et ça peut être intéressant pour les acteurs qui nous écoutent en ce moment même, là, de la culture scientifique, technique, industrielle, la culture au sens plus large encore, de rétablir une sorte d'équilibre. Là, c'est un peu aussi un coup de gueule léger, hein, mais d'équilibre entre ce climat dont on parle beaucoup et le vivant. Tu aimerais, toi, que beaucoup plus on en parle aussi sur le terrain, de ces écosystèmes, de leur importance. Bien sûr. Il y a presque une différence trop grande de traitement médiatique, selon toi, en tout cas. Pour 2 raisons. La première, c'est que quelqu'un a dit la science, c'est compliqué, oui. Mais le climat mesuré sur les taux de CO2, sur le niveau de carbone et sur la température, c'est infiniment plus simple au niveau des métriques que de parler du vivant dans un sol ou dans un fragment d'océan, ici en Corse par exemple, hein, ou dans la forêt de Corse du Sud que j'adore. Parce que c'est quoi? C'est une liste d'espèces, c'est un inventaire. C'est plus compliqué que ça. Le vivant, beaucoup plus qu'une liste d'espèces, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants du milieu que vous étudiez ont établies entre eux et avec leur environnement. Là, on s'arrête par exemple, hein, on nous donne à manger pendant 3 ans et on fait l'investigation de tout ce qui est vivant ici, dans la salle ici de Bastia. Et on va dire, dans 3 ans, il y a 5323 espèces vivantes répertoriées dans la salle. Est-ce qu'on connaîtra la biodiversité? Pas vraiment. Hein. Il faut que je regarde un petit peu tout ce que ces êtres vivants ont établi comme relation entre eux. C'est horriblement compliqué. C'est compliqué, c'est vrai, bien sûr que ça l'est. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, les gens ont beaucoup plus peur du climat qui change. Hein, quand on a vu ce qui s'est passé là. Et puis, bien sûr, alors que le vivant qui s'en va, écoutez, on verra bien qu'il y ait moins de vers de terre, qu'il y ait moins de chauves-souris, il y a trop de moustiques, pourquoi il y a des moustiques, à quoi ils servent, question qu'on reçoit absolument tous les jours, bien entendu. Hein. Donc ça, il faut le reprendre, c'est pas simple, mais ça, on a besoin de chacun pour pouvoir aller plus à fond dans ces questions-là. Mais c'est vrai que, je prends le cas de Jean Co qui parle beaucoup, Jean Co, c'est un ami, on a publié avec Jean Covici, et je lui dis, mais t'as oublié que t'étais vivant. Hein. Et c'est ça un des problèmes qu'on a aujourd'hui. L'humain a oublié qu'il était vivant. Vous savez avec qui je discute et je suis le plus émotionné? Récemment, une jeune fille des Jeux Olympiques, je m'occupe aussi de ça, qui disait, à 19 ans, elle perd les 2 jambes d'un accident de la route. Durée de vie des femmes en France, en ce moment, 84 ans,5. À 19 ans, vous vous dites, je vais vivre autant de temps sans mes jambes. Elle avait une pêche d'enfer, cette gamine. Une admiration sans borne pour elle. Elle sait qu'elle est vivante. Quelqu'un qui sort d'un cancer aussi, je discute souvent avec eux,
Ils savent qu'ils sont vivants. Il faut que tous, alors je sais pas, on réfléchisse un petit peu à ce fait-là. Chaque matin, un petit peu d'intranquillité. Hein, pas être effaré sur le monde, ça va mal, bien sûr. Comment on communique là-dessus, c'est un peu intranquille, ça veut dire plus de vigilance. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment je vais m'habiller? Comment je vais me déplacer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Cette culture-là de l'impact que vous auriez tous les jours vous permet de beaucoup mieux, effectivement, imaginer ce qui pourrait se passer. Et sur les ressources, c'est pareil. Les ressources minérales, on exploite de l'or. Vous avez vu, là, on vient de faire le travail juridique sur le fond de l'océan. Hein. Moi, j'y ai participé aussi. On était à New York. Alors, le problème de ces ressources profondes, au-delà de 5 km d'océan, c'est qu'il n'y a que quelques pays qui peuvent y aller, bien sûr. Hein. Il faut des moyens très lourds pour aller exploiter du cadmium, du nickel, du zinc, du cobalt, hein, très à la mode, de l'iridium, tout ce que vous voulez sur le plancher océanique. Comment on partage ces ressources vis-à-vis des pays qui n'ont pas un accès technologique possible avec ces zones particulières? Donc ça, c'est une grande question. Comme ces ressources-là, c'est qu'elles sont finies. La Terre, elle a une réserve, de toute façon, de cobalt, de zinc, de nickel, d'uranium. Hein. Ben voilà, c'est comme ça. Alors, comment on va l'exploiter? Dans quelles conditions? Je lisais hier un article d'une géologue qui disait que dans les 10 ans qui viennent, on allait plus exploiter de métaux que tout ce qu'on a fait depuis que l'humanité existe sur la Terre. Donc, on va aller chercher où? Comment? Pour nos moyens de numérique, par exemple. Hein. Il y a un très joli livre de Guillaume Pitron sur l'enfer du numérique où il montre le coût énergétique et le coût en métaux rares, justement, de ce genre de technologie. C'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Et si je parle des ressources vivantes, moi c'était ma spécialité pendant 20 ans, eh bien, par définition, le vivant se renouvelle, le vivant se reproduit. Le drame, c'est qu'on dépasse les seuils de renouvelabilité que le vivant nous offre tous les ans. On arrive tu connais ces tableaux, on dit, ben voilà, le 20 avril, on a atteint le niveau de renouvellement de ce que la planète peut nous offrir pour l'année que l'on a à vivre. Alors, c'est là qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse. Hein, comment on passe du sauvage au domestique? Alors là encore, hein, les poulets d'élevage aujourd'hui, à peu près 30 milliards de poulets, pèsent aussi lourd que tous les individus des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la Terre. Alors bien sûr, il faut manger moins de viande, on est tous entièrement d'accord là-dessus, je ne suis pas végane, mais il faut manger moins de viande, bien sûr. Hein. 1,3 milliard de vaches, 400 millions de cochons. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de l'expliquer, ceci, sans tomber dans la caricature? On me dit, ouais, évidemment, vous êtes contre. Non, non, je ne suis pas contre, simplement, je raconte des histoires sur des faits scientifiques. Et c'est là que le relais doit être absolument partout, en permanence. Et ce que tu fais aussi à Galéa, je le vois dans l'engouement des gens qui viennent écouter ces conférences, avec des gens capables de transmettre un message dans le fait scientifique, dans sa réalité, dans sa discussion, mais sans non plus passer son temps en disant c'est épouvantable, qu'est-ce qui va se passer demain? Tout à l'heure, ça a été très bien présenté au niveau de l'introduction. Vous l'avez dit, madame, vous avez dit, la science, elle est là pour expliquer le passé. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme connaissance? C'est vraiment le rôle d'un grand musée d'histoire naturelle, ça aussi. Hein. Comprendre le présent est beaucoup plus difficile pour un scientifique. Ça, on ne savait pas le faire il y a encore 20 ans. Je ne dis pas qu'on sait bien le faire, mais on nous demande de le faire aujourd'hui. Prévoir l'avenir. Ça, c'est absolument... Mais on ne peut pas le faire sans science, bien évidemment. Comment on se met d'accord sur des états de fait, tous ensemble, pour qu'on puisse réagir? Et je reviens à Ératosthène, qui avait calculé la circonférence de la Terre 200 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, 20% des Américains, la Terre est plate. Bah, elle est plate. Hein. Il n'y a pas de changement climatique. C'est là que ça ne va pas du tout. Les pesticides, ce n'est pas dangereux. Donc vous voyez que comment est-ce qu'on peut tous... Parce que bien sûr, il y a un effet sur la santé publique de tout ça. Les coups de chaleur, là, on parle beaucoup de ça en ce moment pour les Jeux Olympiques. Moi, je suis d'avis qu'il ne fallait pas les faire au mois de juillet, quoi, évidemment. Parce que l'humain peut courir, sauter, lancer jusqu'à 33-34 degrés. À la même température, si vous avez 100% d'eau, de vapeur d'eau dans l'air, qu'est-ce que répond le ministère de la Santé? Ne faites pas de sport. Vous voyez que quand même, on est dans des paradoxes qui sont quand même super intéressants et importants. L'humain aussi est très sensible à cela. Et ça, on ne peut pas le faire sans science, ça c'est clair. Et comment justement, selon toi, on peut rétablir, reconstruire cette confiance nécessaire en la science? Ils ont cité précédemment quelques chiffres de sondages plutôt sérieux. On pense à celui notamment de l'IFOP
en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès. C'est de là qu'est tiré notamment ces chiffres de 27% des petits Français qui nient, par exemple, le concept d'évolution des êtres humains et ces mécanismes-là. Deux tiers des jeunes qui croient au moins à une grande controverse scientifique. Comment est-ce que, et pour nous éclairer, nous aussi, acteurs de terrain comme ça, le scientifique qui a tant parcouru depuis 40 ans les institutions, les fondations, les associations, les muséums, les aquariums, etc., enfin tout ce qui parle et communique sur du savoir, de la connaissance pour tous, qu'est-ce que tu peux nous donner comme matière à penser sur cette reconstruction de la confiance de ce public qu'on a en face de nous et de ceux qui ne viennent pas vers nous aussi et qu'on peut toucher parfois par d'autres voies? Ça, c'est une vraie question. Je vais y revenir à cela. Comment est-ce que je convainc des gens qui ne vont jamais écouter une conférence, qui ne vont jamais ouvrir les pages environnementales d'un grand journal ou qui ne vont pas aller visiter un musée? Parce que quand je fais mes confs, la Maïf m'organise tous les mois une conférence, j'ai 1000 personnes et ça marche très bien parce qu'ils m'aiment bien, ils viennent m'écouter. Mais ils sont convaincus avant que je pénètre dans la salle. Comment est-ce que je peux convaincre ces gens-là? On va y venir. Pour revenir aux gamins, c'est ce qu'on leur a mis dans le crâne en fait. Alors d'abord, la religion, c'est clair qu'on a séparé en France la religion de l'État depuis longtemps. La religion n'a rien à voir là-dedans, c'est clair. L'esprit critique que j'évoquais, la spiritualité associée à la science n'est pas du tout d'origine religieuse. Il faut émerveiller les gens. Il y a du spirituel dans nos transmissions. Vous écoutez des gens qui racontent des histoires merveilleuses, mais c'est pas religieux. Il y avait ce fabuleux botaniste qui racontait ces histoires et qui disait, en fait, Jean-Marie Pelt, profondément religieux, mais Jean-Marie n'a jamais confondu la science et puis la religion. Il avait son émission L'Histoire des plantes tous les samedis matins sur France Inter. Tout le monde était ébloui. Il mélangeait bien les deux. Il a quand même été capable de me faire une conférence dans une église pas encore désacralisée. Donc vous voyez, il était bon en persuasion. J'y suis allé faire ma conf, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire, bien évidemment. C'est là que, pour revenir à ces histoires que tu poses sur les histoires d'évolution, aux États-Unis, il y a un musée en Alabama qui a plus de visiteurs que le musée normal, qui est le musée, effectivement, de la non-reconnaissance de l'évolution et du créationnisme. Donc, alors, ça, c'est lié à des lobbies, pas forcément religieux, quelquefois, qui sont très cyniques et irresponsables. On le voit sur le pétrole, aujourd'hui. Vous vous rappelez l'histoire de l'appel de Heidelberg? C'était au début des années 70. Des prix Nobel ont signé un appel disant que l'écologie, ce n'était pas une science. Ils confondaient écologie et écologisme, encore, bien sûr. À l'Académie, il n'y a pas très longtemps, c'était encore comme ça. Ça a changé maintenant. Et puis, effectivement, que méfions-nous de ces gens qui veulent nous empêcher de nous développer, qui sont contre le progrès. Et ça, c'est intéressant, le mot progrès. Regardez-le un petit peu au niveau de l'AMSTI, le mot progrès. Vous prenez le président d'aujourd'hui de l'École normale supérieure, j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire du terme qui a été oublié. Parce que le progrès est très lié, je dirais, au progrès sale de l'humanité. La chimie de synthèse, le pétrole. Et le mot a été remplacé par un mot anglais, innovation. On fait de l'innovation aujourd'hui. Alors, est-ce que l'innovation serait propre et le progrès sale? On peut vraiment en discuter, tu vois. Mais c'est vrai que dans la sémantique, c'est important. Et pour revenir à ces enfants qui discutent la base même de ce qu'est l'évolution, en disant, bah non, écoutez, c'est pas vrai. Des gens vous disent, l'humain a été créé il y a 6626 ans à 20h32, et bien sûr, les garçons avant les filles, bien évidemment. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais tout est comme ça. Et comment la science peut-elle prendre ça en considération? Comment je réagis à un type qui me dit la Terre est plate? Ben écoutez, ça ne dure pas très longtemps, quoi. Ou une paire de claques, ou je m'en vais, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc comment est-ce que justement on va prendre ça? C'est compliqué. Moi, je reconnais le premier, mais j'ai fait le tour du monde. Ce qui me fait chaud au cœur quand même, c'est que où que je sois avec mes étudiants, que je sois au Zimbabwe, que je sois en Patagonie, que je sois en Alaska, où vous voulez, mes étudiants ont les mêmes questions. Ont les mêmes interrogations. Ce que vous disiez, madame, est très vrai. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et ça, c'est bien. Et la science ne répondra pas à tout, bien évidemment. Mais je ne suis pas contre les religions. On peut être très religieux, mais ne confondons pas les deux, simplement. Ça, c'est absolument évident. Comment la science peut nous aider à considérer ces interrogations et améliorer la situation. Mais ce qui est clair, c'est que si on n'est pas capable, nous, et ça c'est le rôle aussi de l'AMSTI, d'établir une base générale que tout le monde doit connaître et admettre, pour qu'on construise dessus pour aller plus loin, ça sera compliqué.
On aura noté le côté linéaire et pénible de ta vie, hein. Entre le Zimbabwe, l'Alaska et les Antilles. L'autre jour, avec... C'était pas une question. Hein. Non, mais l'AEFE, il nous reste 8 minutes, c'était pas une question. L'Assemblée des lycées français à l'étranger. On était à Tanger. On avait plus de 1000 lycées dans le monde entier, hein, à la même heure. Et quand j'ai vu les petits gamins de Cuba me dire ça fait une semaine qu'on stocke notre énergie pour pouvoir faire un Internet avec nous à Tanger, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, mais ils avaient tous les mêmes considérations. Une soif d'apprendre, une soif de savoir, une soif d'être à la fois informé et rassuré, hein, et qu'il fallait faire quelque chose pour qu'on puisse changer. Et c'est ça qui vraiment est très important aujourd'hui. Et vous savez comment l'évolution a fait, pour terminer ? Je t'en prie. 4 milliards d'années, le vivant. Les pires avatars possibles, un océan beaucoup plus chaud, plus froid, plus salé, plus basique, plus acide, tout ce que vous voulez, il est toujours là. Ce qui veut dire qu'il s'est adapté. Eh bien, on ne peut pas s'adapter sans changer. Donc c'est là que nous, on doit enseigner qu'on doit changer ensemble, et on ne changera pas sans vous. Et il est tellement important que justement tu portes cette parole aux quatre coins du monde comme tu le fais depuis 40 ans, et même 50, et surtout ne t'arrête pas. Je voudrais, pour les 5 dernières minutes, si tu le veux bien, aborder quelque chose qui pourrait être pratiquement une conclusion, hein. Des piliers de transition, tu en as répertorié 4, la science, hein, des piliers pour aller vers cette transition, vers ces territoires, ce qui peut ensuite servir, on l'a encore dit ici, voilà, de mots, de sons, de phrases, de punchlines, éventuellement, qu'on retiendra pour les travaux dans le colloque. Pour toi, 4 piliers importants pour accélérer ces transitions, pour les faire, la science, la politique. On est tous là pour ça. La politique, laquelle ? On va en parler très vite. Les citoyens et, c'est pas toujours le plus commun, l'entreprise. On a fait la science, je te propose 2 mots sur la politique. Oui, pourquoi c'est important ? La politique, laquelle ? Moi, je suis de ceux qui pensent que l'écologie scientifique devrait être effectivement un phare pour tous les partis politiques. Hein, je suis désolé, elle n'est pas du tout l'otage de mouvements écologistes, je n'ai rien contre eux, mais il faut voir un petit peu. Il y a eu récemment l'histoire de la tauromachie, on s'est accroché là-dessus. Je suis farouchement contre la tauromachie, c'est scandaleux ce qui est fait. Mais ce n'est pas une question d'écologie. Ils tuent 60 € par an, on en bouffe 10 millions. Donc vous voyez que comment on choisit les vrais sujets qui nous préoccupent et qui sont importants. L'écologie partout. Troisièmement, bien sûr, les ONG, les citoyens. Ça, c'est une base fondamentale aussi pour l'AMSTI. Hein, c'est que comment on va chercher chez tous ces gens qui font la fête de la science, qu'on évoquait tout à l'heure, et qui apportent leur envie, leur passion. C'est très important. Et l'entreprise, oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, alors on est pour ou contre, en tout cas c'est clair qu'on est dans un monde capitaliste qui est organisé comme ça. L'entreprise, elle a un rôle fondamental. Alors je laisse tomber les cyniques et je laisse tomber celles chez lesquels je n'irai jamais travailler, hein, mais ils ne sont pas tous comme ça. L'entreprise est là parce que vous y passez plus de temps qu'à l'église aujourd'hui dans l'entreprise, et si elle prend en compte ces considérations-là, elle marchera mieux. Et je ne suis pas tout seul, on commence à convaincre beaucoup de grands chefs d'entreprise dans la RSE que c'est important. Alors la RSE, je vais revenir aux femmes tout à l'heure, qu'on n'a pas suffisamment abordé malheureusement. C'était que des femmes, la RSE, il y a 30 ans, parce que ce n'est pas important. Elles ont bien fait leur boulot, les femmes. Hein. Et la RSE devient aujourd'hui un centre très important pour les gens qui vont être intégrés. Mes jeunes ingénieurs aujourd'hui, bon, il y a 30 ans, ils allaient négocier leur salaire dans des grandes boîtes. Ils n'ont plus du tout envie de faire ça aujourd'hui. Hein. Quel est votre RSE ? Comment vous marchez ? Comment vous travaillez ? Comment demain vous voyez vos nouveaux matériaux ? Ça, c'est très encourageant pour nous. Donc l'entreprise aussi s'y mêle. Alors, je ne vais pas en citer, mais il y en a en France qui sont absolument exemplaires là-dessus. Celle autour du biomimétisme, notamment, qui oui, t'intéresse. Par exemple. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise... Vous savez, je pose souvent la question à des gens dans des staffs d'entreprise. Est-ce que vous êtes fiers de bosser pour cette boîte et ce patron-là ? Non, et je gagne ma vie. Quand on me dit oui, moi je m'y trouve très bien, j'ai du plaisir à venir tous les jours parce que c'est dirigé comme ça, ça marche. Tu es élu en Nouvelle-Aquitaine, élu depuis 2 ans au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, notamment sur un programme One Health, une seule santé, avec le côté systémique et lié, évidemment, du vivant, du végétal, de l'animal. Tu parlais des citoyens aussi, important. Peut-être que vous connaissez ce sondage qui fait du bien, hein, qui donne plus que du baume au cœur. Tu parlais des citoyens qui sont importants, évidemment, hein, dans ces piliers de transition. Un sondage intéressant où les Français plaçaient, je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'est pas très vieux, les associations, nous, et les ONG au sens un peu plus large, eh bien, bien avant les pouvoirs publics, par exemple, pour la confiance et pour avancer sur ces grandes questions environnementales. J'ai été surpris de voir que les associations, donc les gens de terrain comme ça, qui se battent au quotidien, pour les Français, qui ne sont pas forcément dans ces structures, eh bien, ce sont les associations qui sont au premier chef de la confiance qu'on met en des gens
pour nous sortir des problématiques actuelles et pour avancer sur ces transitions. C'est bien parce que ça nous concerne directement. Oui, je disais, tu es élu, pour terminer, hein, il nous reste 1 minute, puis de conclusion éventuellement. Tu es élu en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que pour toi, les pouvoirs publics, car c'est important, on est tous près d'eux, avec eux, sont majeurs dans cette histoire? Est-ce que pour toi, la question de la science et de la culture au sens large est assez prise en compte ou il y a encore du chemin à faire? Non, c'est insuffisamment pris en compte. Hein. On a très peu d'élus qui sont scientifiques en France. Hein. Très très peu. Il y a beaucoup plus de scientifiques élus en Chine que chez nous. Hein. Alors, vous me direz élus en Chine, que ça veut dire aussi. Hein. Ça, c'est clair. On peut se poser la question. Autoproclamé en Chine. Ce qui est clair, c'est qu'on manque effectivement de culture scientifique. Donc on revient à l'enseignement, bien sûr, au lycée de ces disciplines qui sont pour moi essentielles pour qu'elles fassent rêver les gamins. Et surtout qu'on admette qu'on ne peut pas avancer sans cette base que j'évoquais tout à l'heure, qui est le système qui nous permettra de construire sur quelque chose, quoi. Et il faut arrêter l'idéologie, ça c'est clair aussi, parce que ça ne marche pas, c'est de la religion. Hein. Et puis surtout encore, je reviens sur ce cynisme de multinationales qui aujourd'hui continuent à dire des trucs. Les pesticides, on sait bien qu'on a perdu. On va les arrêter un jour, c'est clair. Mais quand ? Et on continue aujourd'hui à permettre de faire de l'argent là-dessus. On va revenir au sol, la moitié des sols sont morts. Hein. On ne nourrira, je suis rarement péremptoire, là je vais l'être quelques secondes, on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Je défie n'importe quel paysan de dire le contraire. Hein. Donc comment est-ce qu'on ramène dans les sols, effectivement, des bactéries, la pluie qui se fait si rare aujourd'hui, des micro-trous qui sont faits par les bactéries, elles enduisent leurs trous de mucus, comme vos poumons exactement. La goutte d'eau rare qui tombe là, elle s'infiltre là, elle ne va pas ailleurs. C'est fondamental dans la question de la fertilité des sols et de la conservation de l'eau localement où l'eau tombe. Donc tout ça, il faut évidemment qu'on le regarde sur des bases scientifiques. Ça vient, mais est-ce que ça va assez vite? C'est la même question, quoi. Avec les 30 dernières secondes qu'on t'offre en notre compagnie, en te remerciant dans quelques secondes, à l'issue éventuellement de cette conclusion, évidemment, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé comme cela, je dirais les quelques mots que tu souhaiterais dire au public, donc aux gens qui participent à ce colloque, parce que tu nous reverras pour la clôture. Hein, tu auras le mot de clôture vendredi. Oui. Tu seras avec nous aussi dans les ateliers. Peut-être un mot général avant pour ouvrir ces journées en tant que parrain ou grand témoin? Je vais citer mon ami Edgar Morin. Edgar va avoir dans 10 jours 102 ans. Vous vous rendez compte? 102 ans, Edgar. Et il disait en fait au président Macron des choses très intéressantes. Hein. Il disait en fait aujourd'hui, bon d'abord le pire n'est pas certain, il le dit toujours, ça c'est super intéressant. Et puis il dit finalement, on est dans des systèmes où on ne se préoccupe pas suffisamment de façon globale de ce qui arrive. Et Einstein disait aussi d'ailleurs, il disait en fait, le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides, il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Ça c'est une vraie question aussi. Et enfin il disait, tous les deux disaient ça, en fait c'est qu'aujourd'hui, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créés? Voilà. Donc comment est-ce qu'on a réfléchi, on a évolué, on a changé dans notre tête depuis une 50aine d'années, nous amenant à ça? Ce qui est clair, c'est que tous, il faut qu'on le hurle maintenant, tout de suite, c'est le rôle de l'Amnesty, on ne peut pas continuer comme avant. We have to change. Hein. Ça, c'est très important. Comment on change? C'est tout le travail qu'on fait ici avec tous, sur des bases scientifiques, c'est super important. Ce que je vous propose, chers amis, si vous le souhaitez comme moi, eh bien, avec de chaleureux applaudissements, remercier le professeur Gilles Boeuf d'avoir été à nos côtés. Ça, tu sais, Gilles... Grazie a tutti. Ça, Gilles, tu reconnais, parce que tu es un habitué des conférences, tu reconnais quand les applaudissements sont chaleureux, sont naturels. Et là, ça a été le cas. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. On a senti des applaudissements chaleureux. J'adore la spontanéité. Je n'aime pas les machins écrits ou réfléchis à l'avance. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet entretien. Puis bonne continuation d'après-midi. Merci à vous deux pour ces échanges.